Chers amateurs d'art, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de nos émotions et surtout de leur importance dans le lien que nous avons avec notre société. Vaste programme, me direz-vous, que de définir une émotion. Pour répondre à cette question, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un peu d'étymologie, mais ce sera très rapide. Émotion vient du latin movere qui veut dire mettre en mouvement. Donc si l'on se base sur cette étymologie, l'émotion serait une action qui met en mouvement notre esprit face au monde. On est ému face à quelque chose nous rend mélancolique. On peut aussi dire qu'il y a deux types d'émotions, des positives, la joie, la sérénité, l'optimisme, et des négatives, la peur, l'agressivité, l'appréhension. Pour résumer nos découvertes, une émotion est une réponse de notre esprit face à ce que nous percevons du monde. On peut même aller jusqu'à dire qu'elle nous relie au monde, qu'elle nous aide à le connaître et à évoluer dedans. Le philosophe Merleau-Ponty traitait les émotions comme étant une des manières que nous avions de percevoir ce qui nous entoure et de nous insérer dedans. Commençons maintenant notre voyage artistique. Nous allons en premier lieu rencontrer Jules Désesseintes, le protagoniste d'À rebours, un roman de Joris Karl Huysmans paru en 1884. À rebours est un des premiers textes qui a pour sujet l'émotion artistique et ses effets sur l'homme au travers de son personnage principal qui est un véritable cas d'école. Rendons-nous donc chez Monsieur Désesseintes. Mais avant, laissez-moi vous mettre en garde. Nous rendons visite à quelqu'un qui vit volontairement cloîtré dans sa maison de banlieue parisienne et qui refuse tout commerce avec le monde extérieur. Vous l'avez compris, la maison de Désesseintes n'a pas réellement existé, mais il m'a toujours semblé que la maison de Pierre Loti, un témoignage très précieux du goût du 19e pour l'ornement et l'artifice, pourrait être une parfaite illustration de cette maison. Ce qui est très intéressant dans ce lieu est qu'il est un pot-pourri de styles. On y retrouve de l'orientalisme, puis du néo-gothique mélangé avec du néo-renaissance. Clairement, il n'y a pas de logique de style dans cette maison, mais il y a une logique décorative. Son but est de vous immerger dans différentes ambiances dans les différentes pièces. Il en va de même dans la maison de Désesseintes. Elle est un lieu entièrement décoré selon ses goûts. Tout doit y être beau pour qu'en son intérieur, l'âme de son propriétaire puisse s'y reposer et accéder enfin au bonheur. Désesseintes est un être profondément malheureux. Pourquoi ? Tout d'abord, parce qu'une part de lui flirte sans cesse avec la maladie mentale. Mais aussi parce qu'il est un être qui, dans sa recherche absolue du beau, entre en profonde inadéquation avec la société qui l'entoure. Et cette inadéquation génère en lui des émotions négatives fortes telles que le dégoût, l'ennui, la colère, qu'il tente de combattre en créant des émotions positives, d'émerveillement, de joie, d'extase grâce à l'art. Et pour ce faire, il a transformé sa maison en sanctuaire artistique qu'il a savamment orchestré. Malheureusement, une fois enfermé chez lui à double tour, les choses ne vont pas aller comme il espérait. Très vite, envahi par ses démons intérieurs, il se retrouve pris au piège par ses propres émotions. Tout au long du récit, notre héros passe inlassablement en revue toute forme d'art qui pourrait alléger ses souffrances. Écoutez plutôt cet extrait qui nous en dit long sur sa condition. Ne pouvant plus s'enivrer à nouveau des magies du style, il se résolut à parachever l'ameublement du logis, à se procurer des fleurs précieuses de serre, à se concéder ainsi une occupation matérielle qui le distrairait, lui détendrait les nerfs, lui reposerait le cerveau. Et il espérait aussi que la vue de leur étrange et splendide nuance le dédommagerait un peu des chimériques et réelles couleurs du style que sa diète littéraire allait lui faire momentanément oublier ou perdre. Voilà, tout est dit. Ces quelques phrases résument à elles seules Désesseintes. Ce passage est une transition entre deux de ses occupations. Comme il ne peut plus lire, cela stimule trop son imagination, il projette son attention et son esprit vers une autre occupation. Finir l'aménagement de sa maison en transformant une de ses pièces en serre. Seulement, ce passe-temps-là ne va pas pour autant le calmer ou l'apaiser. Pendant un temps, une journée pour être précise, l'émerveillement et l'excitation que Désesseintes ressentira devant ses plantes lui rendra la vie supportable. Mais très vite, ce ne sera plus suffisant. Ses cauchemars reprendront et il se détournera du jardinage pour trouver une autre activité, et ainsi de suite. L'importance de ce personnage ne se trouve pas dans le succès ou l'échec de ses expérimentations artistiques, mais dans le lien émotif profond qu'il entretient avec l'art. Les émotions qu'expérimente Désesseintes face aux œuvres changent profondément sa réalité. Et c'est précisément pour cela qu'À rebours me semble être une œuvre capitale pour comprendre le lien émotionnel profond, intime et intense que nous entretenons tous, sans exception, avec les œuvres d'art et plus largement face aux images.
Les images, les œuvres que nous voyons façonnent notre monde en influençant notre climat émotionnel, positivement ou négativement, et peuvent même aller jusqu'à provoquer certains comportements. Seulement, c'est une mécanique inconsciente. Enfin, inconsciente pour nous, mais largement utilisée dans le commerce ou en politique. Nous n'aborderons pas ici l'aspect politique de l'émotion artistique, car pour bien aborder ce sujet délicat, une vidéo ne sera pas de trop. En revanche, nous allons parler de l'utilisation commerciale des émotions que suscite l'art, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Un exemple ? Alphonse Mucha, le chantre de l'Art Nouveau. Ce que vous connaissez sans doute de lui, ce sont ses pubs. Il est l'un des premiers grands publicistes tels que nous les connaissons. Dans le Paris 1900, ses affiches étaient partout. Il a travaillé pour les plus grands, de Sarah Bernard à Moët Chandon en passant par Lefebvre-Utile, entre autres. Cette image, encore une pub, et celle-ci aussi. Par contre, vous connaissez sans doute moins l'épopée slave, un ensemble d'œuvres symboliques qui avait pour vocation de raconter l'histoire et les fondements mythiques de la population slave, et que Mucha considérait comme le chef-d'œuvre de sa vie. L'exemple de Mucha me permet aussi de dresser une différence entre l'art et les images. Alors ici, il y a un flou car l'art produit des images, mais ce que je veux vous démontrer ici, c'est qu'une image est une production artistique particulière. Et pour cela, il va nous falloir être précis dans le sens que nous donnons au mot. Pour le formuler autrement, nous employons le mot « art » dans un sens trop large. Au départ, l'art est un savoir-faire, une habileté, une connaissance technique qui permet de produire un objet, vase, peinture, robe, image. Une image est donc produite grâce à l'art et se pose comme étant une représentation, une imitation de la réalité. Et c'est ici qu'il nous faut être précis. Si une image est une imitation de la réalité, elle n'a pas pour obligation d'être véridique. Revenons à Mucha. Les femmes fleurs de ses affiches sont plus proches des grandes cocottes, les prostituées de luxe et femmes très en vue de la belle époque, que du commun des mortels. Donc la femme telle que la représente Mucha est une femme fantasmée, esthétisée, améliorée pour formuler ça de manière un peu cavalière. Seulement, si une telle femme boit une coupe de ce vin pétillant, est-ce que vous aussi, en buvant ce crément, vous n'effleurez pas le monde de luxe, beauté et volupté dans lequel la femme de la réclame évolue ? Quelque part, oui, et ce phénomène est ce que Gernot Böhm a appelé l'esthétisation du réel. C'est-à-dire que l'objet que nous achetons jouit d'une valeur supplémentaire, purement sociale grâce à sa mise en scène. Pour continuer sur notre exemple, si vous avez choisi d'acheter ce crément après avoir vu la publicité de Mucha, ce n'est peut-être pas parce que c'est celui que vous préférez, mais parce qu'en achetant ce produit, par extension, vous touchez du doigt le prestige, la beauté, la richesse que cette femme dégage. Clairement, en faisant cet achat, vous accédez à un certain style de vie et vous avez immanquablement un certain prestige social. Je vous ai parlé de mise en scène de l'objet. Arrêtons-nous 2 petites secondes sur ce point. La mise en scène est d'une importance cruciale car c'est elle qui va activer nos émotions. Nous allons ici prendre 2 exemples plus actuels, mais nous parlons toujours de la même mécanique. Pourquoi est-ce que des marques collaborent avec des artistes ? Je pense ici entre autres à la collaboration entre une célèbre marque de café et Georges Clooney qui a donné lieu à la création d'un excellent slogan publicitaire que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se passe clairement dans ces publicités ? Beaucoup de choses, vous allez voir. Tout d'abord, attardons-nous sur la mécanique simple mais efficace de ces spots publicitaires. On va principalement parler ici des premières, car depuis le temps que Clooney représente la marque, les choses ont un peu évolué. Donc que se passe-t-il dans les premières publicités ? Georges Clooney entre dans une boutique ultra luxe et n'est, contre toute attente, pas le centre de l'attention des femmes, mais le café l'est. L'acteur n'est d'ailleurs même pas reconnu. Le café déclasse la star. Autrement dit, le café a plus de valeur que Georges Clooney. Le tout tourné avec légèreté pour vous faire ressentir une émotion positive, l'amusement, mais aussi pour susciter en arrière-fond une autre émotion, l'envie. Quelque part, une tasse de ce breuvage, c'est une coupe de bien-être luxueux. Revenons maintenant sur la hiérarchisation entre la star et le café, qui est le but de cette pub. Le café industriel en dosette devient ici une boisson luxueuse. Plus luxueuse que Georges, c'est dire. Pour parler plus sérieusement, le choix de Georges Clooney n'est en rien anodin. Il fait partie des beaux hommes, des beaux acteurs d'Hollywood, au même titre que Brad Pitt ou encore Leonardo DiCaprio. De plus, il a une aura de séducteur, de tombeur. Clairement, il a tout pour lui. Il est beau, il est bien dans sa peau, il a du succès, et par extension, il est riche. Affublé de sa chemise et de son costume noir impeccable, il est l'image de l'homme d'affaires qui a réussi tel qu'on pourrait le fantasmer. Je dirais même tel qu'on voudrait nous le faire fantasmer. Clairement, dans cette campagne publicitaire, la mise en scène de Georges Clooney est nourrie et alimente les clichés éculés sur ce que doit être la beauté, la réussite sociale et le bonheur au masculin. Car même s'il est ridiculisé et ignoré, il n'en reste pas moins Georges Clooney, qui à la fin du spot en version longue se console en repartant dans la voiture de sport hors de prix dont il avait les clés, parce qu'une femme l'a pris pour un voiturier à la porte du magasin.
Si un homme ne peut pas avoir les femmes, il pourra toujours se consoler et retrouver la joie auprès d'une voiture. Quand je vous parlais de clichés, c'est une pub qui fonctionne très bien, car son sous-texte est très subtil mais très clair. Quelque part, si vous aussi vous voulez dépasser Georges et être heureux comme lui, achetez ce café et offrez-vous chez vous ce luxe. Car oui, le tour de force de la marque est d'avoir fait du café en dosette, issu de production industrielle, un café cher synonyme de luxe. Et plus fort encore, ils ont réussi à nous faire acheter le café et la cafetière. La cafetière qui présente un gros gain immédiat, et les dosettes qui sont un joli fond de commerce, car c'est du consommable qu'il faut sans cesse racheter. Un autre exemple, la collaboration entre une marque de vêtements de sport et Beyoncé, qui a donné lieu à des images publicitaires telles que celle-ci. Ici, Beyoncé est un moyen qu'a la marque de se valoriser et de sortir de sa catégorie originelle, les vêtements de sport, pour entrer dans une nouvelle catégorie, l'athléisure de luxe. L'athléisure est une tendance qui consiste à adopter des vêtements de sport et à les transformer en ensemble élégant, minimaliste et confortable. Et pourquoi de luxe ? Car Beyoncé est un symbole de réussite sociale. Elle vaut littéralement des millions et est une des têtes de proue d'une esthétique pop R&B avec un certain côté bling-bling. Cette femme incarne la réussite sociale qu'une majorité de personnes souhaitent voir se réaliser dans leur vie, car en arrière-plan se profile une certaine idée de bonheur liée à la possession matérielle et à l'argent. Résumé à grands traits, l'argent fait le bonheur, mais formulé autrement, cela donnerait « l'argent permet de combler notre besoin affectif et émotionnel de bonheur ». Fait important, Beyoncé sur cette image porte la tenue. Donc quelque part, en achetant ces vêtements, vous allez porter la même chose qu'elle. Vous aussi, vous allez affleurer cet heureux monde du luxe. Car la promesse derrière tout ça, c'est qu'en achetant le même habit que Beyoncé, vous allez pouvoir combler un besoin affectif de bonheur et de richesse. Pendant un instant, vous serez comme elle, puisque vous porterez la même tenue. Et donc pourquoi est-ce que des marques collaborent avec des artistes ? Parce qu'ils sont la valeur ajoutée, la valeur scénique de l'objet. Si une star porte, boit ou se sert d'une chose, alors cette chose incarne par extension ce que symbolise la star dans l'inconscient collectif. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer ce ressort émotionnel de l'art et des images. Car si c'est une mécanique qui n'est pas trop discutée sur la place publique, elle n'en demeure pas moins très utilisée par la publicité, et par extension, toute image qui a un but commercial. Ne l'oublions pas, Merleau-Ponty nous indiquait que les émotions étaient une des manières que nous avions de percevoir le monde qui nous entoure et de nous insérer dedans. Ces images sont faites pour mettre en scène une réalité pensée et étudiée, pour nous donner envie de posséder des choses dont nous n'avons pas forcément besoin, mais qui ont pour but de prouver, d'indiquer au monde où nous nous situons sur l'échelle sociale et aussi par extension notre niveau de bien-être. Un riche, une personne qui possède, ne peut pas être malheureux dans l'imaginaire capitaliste. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo pour m'aider à gagner en visibilité et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir la notification de sortie des vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt!